une figure qui a été assez, qui a fait une lecture très personnelle, qui a eu un rapport avec Eliman, dont on découvrira la nature, qui est également dans un destin. C'est pas du tout un personnage secondaire, parce que dans le roman, c'est aussi l'un des défis que je tentais de tenir, c'est que je ne voulais pas de personnage secondaire, au sens où un écrivain ou un personnage n'apparaîtrait qu'en arrière-plan. C'est que chaque apparition d'un personnage devait aussi dire quelque chose de fort de lui, toujours en rapport avec Eliman. La recherche d'Eliman et de Fil Rouge, et tous les personnages qui apparaissent, même dans des épisodes qui semblent très éloignés, finissent par se rapprocher dans la mesure où ils disent quelque chose de ce personnage qui le raconte et de l'histoire qu'il a eue, même obliquement, avec la figure d'Eliman. Et Sigadé est peut-être celle qui s'est rapprochée le plus de ce mystère Eliman, mais c'est aussi celle qui a finalement le mieux compris. Ce qu'elle dit de lui pourrait être une définition de ce qu'est Eliman. À un certain moment, elle aligne un certain nombre de définitions possibles de ce que pourrait être Eliman. Et on remarque que c'est elle qui l'a le mieux compris. Elle a compris que c'est un personnage qu'on ne pouvait pas réduire que le portrait ne pouvait jamais être total, qu'il était toujours fragmentaire, et que la vérité qu'on a sur un homme, et surtout une femme, ou en tout cas une figure humaine, est toujours la vérité du rapport intérieur qu'on a avec lui. Et ce n'est jamais objectif, mais toujours extrêmement subjectif. C'est elle qui l'a le plus saisi, mais parce qu'elle a une sensibilité très forte. Oui, vous l'évoquiez il y a 2 secondes, la littérature ou la vie. Les conseils aux jeunes véganes de Sigadé, c'est la vie qui compte, l'œuvre ne vient qu'après, ce qu'il n'a pas encore compris, lui, avec sa jeunesse. Et elle lui dit encore plus loin, vous croyez que la littérature corrige la vie, ou la complète, ou la remplace, c'est faux. Et c'est ça aussi, vous l'avez appris, vous, à vos dépens, ou à votre dépens, oui, sans cette doute, idée. sans doute, mais je ne suis toujours pas d'accord avec elle. Voilà. Donc je persiste à croire que la vie ne vient pas avant. Vous pensez que la littérature vient avant la vie? Non, en même temps, mais jamais avant. Ça me semble trop facile, justement. Parce que je considère que c'est toujours quand on distingue les choses, qu'elles sont trop faciles, les choses sont toujours mêlées. En ce qui concerne la littérature et la vie, je crois que c'est parce qu'elles sont mêlées que les deux sont tout aussi intéressantes, elles forment une énergie très intéressante. Et que tout le travail de l'écrivain est précisément de pouvoir transmuer dans une opération qui ressemble fort à de l'alchimie, mais c'est une alchimie très intérieure, transmuer ce qui arrive dans la vie en une possibilité de littérature. Au même moment, vraiment, en une possibilité, pas devenir littérature tout de suite, parce qu'il ne va pas se mettre alors qu'il est en train de, je sais pas, de se saouler, de faire tout de suite, enfin, c'est pas possible. Mais dans chaque moment, il me semble qu'il y a une possibilité de littérature. Un grand écrivain viennois, autrichien, qui est Robert Musil, a une phrase qui est d'ailleurs gravée sur sa tombe à Genève, où il dit « S'il existe un sens du réel, il doit aussi exister un sens du possible. » Et je crois que la littérature, c'est une définition possible de la littérature pourrait être ça, le sens du possible à l'intérieur ou à côté du sens du réel. Et je crois qu'un romancier n'est rien d'autre que quelqu'un qui perçoit toujours le sens du possible, de ce qui pourrait être, de ce qui pourrait surgir à l'intérieur de ce qui est en train de se dérouler. Et pour moi, il n'y a pas d'antériorité, de rapport d'antériorité, mais surtout un rapport de concomitance ou de simultanéité. Mais vous voyez tout de suite combien c'est encore très imparfait et absolument idéaliste. Mais au risque d'être terre à terre, ça veut dire, est-ce que vous prenez des notes tous les jours?
Ah, voilà, Sigadé. Non, parce que les notes ne sont pas toujours physiques. Donc, c'est non et oui, c'est que il y a les notes qui sont intérieures, volontaires, où on se dit, ah ça, je me mets un petit mémo intérieur. Et puis il y a les notes intérieures qui sont involontaires. C'est la mémoire peut-être, une façon d'enregistrer les choses, mais toujours avec une sensibilité. Et je pense que c'est ce qui fait aussi un écrivain, c'est qu'il a je sais pas, c'est une capacité particulière, une faculté. Je ne pense pas, parce que je ne veux pas non plus en faire un surhomme, parce que je ne pense pas que ce soit un surhomme, mais simplement parce que son travail est un exercice de sensibilité, qu'il est un artiste. Il y a des notes qu'il prend, qui sont en lui et qui ressortiront au moment opportun, au moment où il en aura besoin, au moment où il fera l'effort d'aller les chercher, donc de se souvenir, d'utiliser sa mémoire. Peut-être que toute l'œuvre de Proust que je n'ai pas finie, mais c'est sur ce thème-là. Mais vous disiez qu'un des thèmes aussi centraux de ce roman, c'est le temps. Et notamment, vous insistez sur cette idée du passé qui nous hante. C'est dans ce sens-là où l'écrivain est aussi, non pas un surhomme, mais est de manière perpétuelle hanté par le passé. Oui, je me suis longtemps méfié, sans savoir pourquoi, de tout ce qu'on pouvait dire sur les écrivains visionnaires. C'est-à-dire un écrivain qui serait capable, comme ça, de voir ce qui allait arriver. Parce que ça, il en existe peut-être, mais je n'y crois pas réellement. Je crois que les écrivains sont visionnaires parce qu'ils regardent bien le passé. Et que c'est en tournant leur regard et leur sensibilité vers le passé qu'ils arrivent à toucher quelque chose d'intéressant. Parce que la seule expérience dont on dispose, la seule expérience dont on puisse dire précisément c'est une expérience, c'est celle qui est déjà passée, c'est celle du temps qui est passé. La seule expérience sur laquelle on puisse faire retour, c'est celle qui précisément a déjà eu lieu. Et je crois que tout ce que l'on raconte, ce sont des histoires qui ont déjà eu lieu. On ne raconte peut-être jamais que les mêmes histoires qui arrivent dans notre vie ou dans la vie d'autres, mais il faut toujours se rendre compte que ce sont des histoires qui sont dans une sorte de réservoir. Ce réservoir, c'est le temps, et comme être humain, donc comme être qui évoluons dans le temps, qui sont périssables, qui sont historiques, si on veut, on n'a que cela comme réservoir. Et puis, il y a une chose que je trouve toujours très intéressante dans l'observation du passé. Il me semble que c'est le temps qui déclenche le plus l'imagination. On pourrait croire que le futur est ce qui ouvre le plus l'imagination. Mais je pense qu'en s'appuyant sur la science-fiction notamment, pensant que c'est vraiment parce qu'on se projette dans un futur qu'on a de l'imagination. Je pense au contraire que c'est parce qu'on regarde le passé que notre imagination est plus ouverte. Parce que le passé n'est jamais totalement connu. Évidemment, on peut l'avoir traversé, mais il y a toujours des secrets ou des zones d'ombre qui déclenchent en nous une curiosité et une imagination très très forte. Et je le dis en pensant aux romans familiaux, il y en a beaucoup aujourd'hui, qui ont au cœur de leur travail un secret familial, qu'on ne connaît évidemment jamais totalement, mais qu'on cherche, mais finalement on ne découvre jamais factuellement ce qui s'est passé. Il faut toujours que l'imagination vienne le combler et que cette imagination rencontre, parfois de façon très forte, la réalité ou la vérité de ce qui s'est passé. Mais c'est parce que le passé et ses ombres, le passé et ses lacunes est une source d'imagination, je pense, beaucoup plus puissante que le futur et son inconnu. L'inconnu du passé, si on veut, est toujours plus intéressant que l'inconnu du futur. Et Eliman est un personnage qui est hanté par ça. Toute son histoire, toute sa trajectoire est liée au passé. Donc il y a le réservoir du passé et il y a aussi le réservoir de tous les grands textes de la littérature. Parce que une des réflexions aussi passionnantes de ce roman, c'est la réflexion autour du plagiat. Qu'est-ce qu'un plagiat? Qu'est-ce qu'un pillage littéraire? Finalement, toute la littérature n'est-elle pas l'histoire d'un grand plagiat?
parce qu'il y a des réflexions très intéressantes sur, voilà, on est nourri par les lectures qu'on a eues. Vous-même, vous considérez que vous avez une généalogie littéraire, hein. Ce sont les grands auteurs sud-américains notamment, et vous me parliez aussi de Montaigne. Montaigne fut un plagiaire assumé. Oui, 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 assumé, qui le dit, c'est écrit dans les essais, il passe sa vie à le dire, hein, qu'il cite tel et tel, voilà, plus tard notamment, c'est son Cicéron, plus tard, surtout plus tard, il pille beaucoup. Mais ça ne s'appelait pas pillage, ça ne s'appelait pas, ça s'appelait, voilà, il y avait d'autres noms. Parce qu'il n'y avait pas encore de propriété intellectuelle, il n'y avait pas de droit d'auteur. Voilà, c'est que l'histoire du plagiat est aussi intimement liée, l'apparition du plagiat comme honte, on va dire, est aussi liée à l'apparition du droit d'auteur et plus fondamentalement de la figure de l'auteur comme figure individuelle, absolument. Je dis individuelle parce que tous les récits, n'ont pas toujours été individuels. La fondation de la littérature occidentale, pour le coup, Homère, on ne sait pas si c'était un individu. Il est même quasiment certain que ce n'était pas un individu. Mais c'était une suite d'individus, une suite de groupes qui répétaient, qui changeaient des choses. Et c'est tout ce récit, toute cette histoire des conteurs qui fait Homère. Mais qui a écrit l'Iliade, qui a écrit l'Odyssée, on ne le sait pas. On ne sait pas exactement. C'est un collectif. Je viens d'une tradition littéraire, tradition culturelle, on va dire, du récit, où les contes, notamment, n'appartiennent à personne. Ce sont de grands récits collectifs. Mais il y a eu un moment où en Occident, en tout cas, l'auteur est apparu, avec lui les droits d'auteur, c'est très bien, je suis heureux de recevoir un droit d'auteur. Ça tombe bien. C'est très très bien qu'il y ait eu à un moment donné des gens, la société des gens de lettres, que Balzac se soit battu, voilà, que ces gens-là se soient battus pour qu'on fasse des choses aux auteurs, c'est très très bien. Mais ça fait apparaître aussi un problème vraiment littéraire très profond sur à qui appartient un texte et d'où vient un texte littéraire. Évidemment, les auteurs arrivent, mais je crois que lorsqu'on connaît bien un auteur, et lorsque lui-même consent à le dire voilà qui m'a inspiré, voilà d'où je viens, voilà qui a compté pour moi, et qu'on lit cet auteur, toute son œuvre, en tout cas une grande partie, et qu'on lit l'œuvre de l'auteur en question, on voit très évidemment qu'il y a ce n'est pas qu'il a copié texto, parce que ça n'a rien d'intéressant, mais il y a quelque chose comme une parenté littéraire. Et ça, je m'en glorifie, le fait de dire voilà la famille littéraire à laquelle j'appartiens, voilà les auteurs qui ont compté pour moi, voilà ceux auxquels je me réfère, voilà simplement ma généalogie. Et dans ce sens-là, tout livre qu'on écrit est aussi un hommage qu'on rend aux grands maîtres du passé. Donc là-dedans, il y a un peu de Borges, il y a un peu de Bolaño, il y a un peu de Gombrowicz, il y a un peu de... Oui, tous apparaissent à un moment donné, soit dans le titre par Bolaño, ou par même un certain nombre de thèmes. Wologam apparaît, Borges apparaît comme personnage, Gombrowicz, Bolaño, Sabato. Et puis, mais aussi, il y a des auteurs qui ne sont pas très connus de la tradition littéraire africaine. Moi, je parle de Wologam, mais quelqu'un comme Tambutso Marechera ou quelqu'un comme l'auteur des chroniques abysiniennes, c'est un auteur du Burundi. Isegawa. Merci beaucoup. C'est ça, Moses Isegawa. Voilà, qui apparaît de façon très brève par une notation, renvoie. Ceux qui ont lu le livre se rappellent par exemple que le père de Eliman se fait avaler par un crocodile. Ceux qui ont lu Moses Isegawa se rappellent que la première scène de Moses Isegawa des chroniques abysiniennes, c'est un personnage qui se fait manger par un crocodile. Donc ce sont des clins d'œil, ce sont des références. Voilà, donc c'est des références, c'est des dialogues, c'est des contractions, c'est des renvois. Mais c'est simplement ma manière aussi d'apparaître comme auteur, c'est-à-dire comme lecteur aussi. C'est ça qui me semble aussi intéressant. Alors, et ça sera ma dernière question, parce que je crois qu'on nous presse. C'est dans ce sens-là, vous aviez aussi des réflexions très amusantes sur la notion de l'exil de l'écrivain. Et vous dites que finalement, il n'y a pas lieu d'en faire une tartine de l'exil.
justement, grâce à cette espèce de généalogie, fait qu'on est partout chez nous quand on est écrivain. Oui, alors là, pour le coup, sur cette idée-là, je serais peut-être moins arrêté parce que je sais bien que tous les exils ne se vivent pas de la même manière, tout simplement. Et que, je pensais à Dany Laferrière, par exemple. Oui, bah, je voudrais bien dire qu'il y a une manière d'inventer aussi son exil, de ne pas le réduire à une sorte de nostalgie pesante, de misère, de douleur, de tristesse, et qu'il y a aussi une manière d'inventer un exil heureux, ou de faire de son exil une aventure ouverte et très très belle. Mais je comprends aussi qu'on ne le vive pas de la même manière, et que selon les conditions dans lesquelles on est parti, selon ce qu'on a laissé, ce qu'on a perdu, etc., on ne vit pas les choses de la même manière. Mais comme écrivain, en tout cas, je pense que parce qu'il y a un territoire des textes, et que ces textes peuvent nous toucher en venant de partout, on n'est jamais réellement perdu. Lorsqu'on est quelque part et qu'on est accompagné par un écrivain, l'exil est toujours consolé. Donc je rappelle le titre de votre roman.